J'ai commencé à m'intéresser au maraîchage un peu après mes études universitaires. C'est là que j'ai rencontré Maud Hélène, ma conjointe, puis les deux, on sentait le besoin d'avoir une contribution positive, de faire quelque chose qui avait un sens. Puis c'est un peu comme ça qu'on est tombé dans la marmite de l'agriculture, sans aucune expérience, sans aucun bagage, sans aucun prérequis. Puis c'est à force de faire des expériences qu'on a beaucoup appris. On a acheté la ferme ici en 2004. Donc, c'est un ancien bâtiment agricole où il y avait un élevage de lapins. C'est un terrain de 4 hectares sur lequel il y avait une prairie qui faisait un peu moins d'1 hectare. Puis à l'époque, on n'avait tellement aucune expérience en agriculture puis en maraîchage qu'on se disait « Wow, 1 hectare, ça fait un gros jardin ». On a beaucoup appris sur le métier de maraîchage, mais on a toujours adapté ce qu'on apprenait à notre réalité qui était une contrainte d'espace qui définissait notre projet agricole. Ça a été notre plus grand mentor, la contrainte d'espace. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a réussi à optimiser, à développer toutes sortes de techniques qui, à la fin, ont permis une rentabilité accrue de notre production maraîchère. Pour vous donner une idée, à la ferme, ici, on fait l'équivalent de 140 paniers fermiers qu'on distribue sur 20 semaines de livraison. Donc, notre saison de production dure de avril à décembre. On fait aussi 2 marchés fermiers. Puis on a un mesclun signature qu'on distribue dans différents restaurants de la région. On engage 2 personnes à temps plein. On est Maud Hélène et moi aussi qui travaillent à l'année uniquement sur le projet de la ferme. Puis on a 2 apprentis qui se greffent à nous, qui sont en rotation. C'est important pour nous de communiquer notre savoir-faire à une autre génération qui vont pouvoir également, eux, démarrer leur propre projet. Les ventes de la ferme, l'année dernière, c'était d'environ 150 000 $ sur l'hectare qu'on cultive, ce qui est assez pour générer un revenu annuel familial à ma conjointe et moi. Ça n'a pas toujours été ces chiffres-là, mais la ferme, elle a toujours eu un roulement positif, principalement parce qu'on a eu très peu d'investissements quand on a commencé, puis on a réussi à rentabiliser les investissements avec le temps. Vous allez voir à travers du vidéo que beaucoup des équipements puis des outils qu'on utilise, c'est des outils à basse technologie qui sont peu dispendieux à acquérir, mais quand on les utilise en synergie avec un système cultural qui est efficace, qui est intensif, qui est performant, on est capable d'avoir une rentabilité accrue sur une petite parcelle cultivée. On essaie de travailler, nous, avec un horaire de 8 à 5. On va déborder souvent à l'occasion, mais généralement, c'est ce qu'on essaie de viser. Puis la raison, elle est simple. Quand on se met des contraintes de temps, ça nous force à prioriser les choses puis à optimiser le temps qu'on a pour être efficace au jardin. Lorsqu'on peut économiser quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, c'est ça de gagner. Si on peut multiplier ces efficacités-là, à la fin de la semaine, ça fait une différence sur des semaines de 80 heures, de 60 heures ou même de 50 heures. Donc, tout est une question d'apprendre les rudiments du métier, mais aussi d'apprendre à optimiser ce qu'on fait à chaque étape de la production. Donc aujourd'hui, ça me fait quand même plaisir de partager des images, des trucs, des conseils, beaucoup d'outils aussi sur ce qu'on fait ici à la Grelinette, des moyens qui peuvent vous permettre de vous aussi rentabiliser une petite surface en maraîchage diversifié. Donc je vous invite à faire le saut pour visiter les jardins de la Grelinette, puis espérons-le, apprendre un truc ou deux sur comment démarrer votre propre jardin maraîcher. Nous sommes situés dans le sud du Québec et donc notre saison de culture est relativement courte. Le dernier gel printanier survient vers la mi-avril et le premier gel à l'automne, lui, vers la mi-octobre. La disposition des éléments sur notre ferme favorise l'efficacité à toutes les étapes de la production. C'est certainement là une des clés de notre succès. L'entrepôt est situé en plein milieu de la ferme et donc, chaque fois qu'on s'y rend, que ce soit pour aller chercher un outil ou ramener des récoltes, on n'est jamais à plus d'1 minute de marche. La ferme est divisée en 10 blocs de dimensions égales qui sont la base de notre système de rotation des cultures. Chaque bloc comporte 16 planches de 75 cm de largeur par 30 mètres de longueur. Nous y reviendrons plus tard. La serre est une partie importante de notre production à la ferme.
c'est à l'intérieur de la serre qu'on va partir notre pépinière pour toutes les semis qui doivent être transplantés tôt en saison et dans lequel on va faire certaines primeurs. C'est important, les primeurs, pour être capable de devancer la plupart des maraîchers qui sont mécanisés au marché. Donc, nous, notre objectif à la ferme, c'est d'arriver les premiers avec la plupart des légumes, puis ça implique de chauffer les serres. Mais comme nos systèmes sont plus petits, on peut jouer avec plus facilement. On est capable de trouver des solutions simples puis d'avoir un avantage compétitif sur les maraîchers qui sont mécanisés, qui font plus des volumes puis de la production au champ exclusivement. On a une serre qui est chauffée, qui nous sert de pépinière au printemps, puis qui nous sert aussi de faire la production de tomates intensive en été. Puis on a 2 tunnels qui, eux, ne sont pas chauffés, qui nous servent d'avoir des primeurs très tôt et une production de concombres en été. Quand on arrive les premiers au marché avec la plupart des légumes, les clients aiment ça. Et puis pour le reste de l'été, on a fidélisé une partie de cette clientèle-là. Ça nous donne aussi un revenu supplémentaire tôt en saison quand on en a besoin. À cause des coûts élevés du chauffage d'une serre au Québec en février, certains de nos semis sont démarrés à l'intérieur de la maison, dans une pièce avec plusieurs fenêtres faisant face au sud. Nous démarrons toutes nos tomates de cette façon, pour ensuite les transférer dans la serre au mois de mars, quand les températures se réchauffent à l'extérieur. Pour l'installation d'une serre ou d'un tunnel, une orientation nord-sud nous donne une meilleure répartition de la lumière pendant l'été, mais une orientation est-ouest assure une exposition solaire maximale de septembre à mars. Si votre objectif est de prolonger la saison, l'orientation est-ouest demeure la meilleure option. Autant que possible, je recommande l'utilisation de systèmes manuels simples pour le chauffage, l'irrigation et l'aération de votre serre. Garder les systèmes simples aide à réduire les coûts d'installation. Une bonne circulation d'air est également absolument essentielle dans la serre pour éviter les maladies fongiques. Il nous arrive même de chauffer la serre en plein cœur de l'été, de sorte à évacuer tout excès d'humidité. Donc, on se retrouve dans la pépinière. Et puis, c'est ici qu'on va partir une grande partie de notre production à la grelinette. Donc, nous, tout ce qu'on peut transplanter, on va le faire. On va aller jusqu'aux betteraves puis aux épinards qu'on va vouloir transplanter. Donc, une grande partie de notre production est partie à l'intérieur d'une serre chauffée, un peu à cause de notre climat nordique, mais également parce que ça fait beaucoup de sens de concentrer la production dans un endroit où il y a des contrôles climatiques idéaux. Nous, ce qu'on favorise, c'est les cabarets multicellules. Donc, c'est la façon, quant à moi, la plus simple et efficace de procéder. C'est des plateaux qui sont standardisés en largeur et en longueur. Donc, c'est tout le temps les mêmes standards. Dépendamment du nombre de cellules, les alvéoles vont être plus ou moins grandes. En fonction de ce qu'on sème, on utilisera des plateaux de 72 ou 128 cellules. Donc, on va le remplir comme ça. S'assurer que le terreau rentre bien dans toutes les alvéoles. On va enlever le surplus. Très important, on va le prendre, on va le déposer comme ça. Ça va créer une cavité qui fait en sorte que les graines vont avoir un espace pour fonctionner. Je les mets de côté. La qualité du terreau est un aspect critique pour réussir ces semis. Une petite quantité de matière devra répondre à tous les besoins de la jeune plante, et donc on ne peut pas improviser le mélange n'importe comment. C'est possible de le faire soi-même, mais depuis quelques années, on achète un terreau de première qualité chez un fournisseur spécialisé, tout simplement parce que c'est plus rentable et surtout beaucoup plus rapide. Quand on pile les plateaux, c'est important de les mettre en quinconce comme ça. Il faut éviter à tout prix la compaction pour pas que le terreau vienne se compacter les uns les autres. Fait qu'on va les piler en quinconce. Donc, le terreau qui reste, je le récupère, je le remets dans un caisson qui, après ça, je vais revenir pour continuer. Et comme ça, je ne perds pas ma terre quand je prépare mes semis. Aujourd'hui, j'ai des laitues à mettre en cellule. Donc, pendant plusieurs années, on a utilisé ce petit bidule-là. C'est assez simple. Là, on a la possibilité de déterminer la grosseur du trou. OK? On va aller avec le trou 3. Puis là, je viens déposer mes laitues comme ça
une par une dans les cavités que j'ai laissées. Donc, c'est un travail qui est quand même assez fastidieux. J'ai un terreau de finition qui, lui, est vraiment sec. C'est avec lui que je vais venir enterrer les semences. Le plateau est prêt à être mis de côté. Donc, on peut aussi aller avec les mains, comme ça, juste rouler les semences entre un pouce puis l'index. Pour certaines semences, si c'est des semences qui sont rondes, c'est presque plus rapide, mais il faut vraiment s'adapter. J'enterre les semences. Toujours identifier ce que je fais. Donc, on va prendre un ruban, masking tape. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est des Clermont. Et là, je suis prêt à continuer. Les plants qui doivent passer plus de temps dans les multicellules comme les tomates, poivrons, concombres ou aubergines seront repiqués dans des pots individuels de 10 cm3 pour y rester encore 4 à 6 semaines. Le repiquage permet non seulement d'économiser l'espace précieux de notre serre, mais permet au transplant de bénéficier d'un nouveau terreau riche en matière fertilisante. Donc, une façon de vraiment accélérer le temps qu'on prend à semer, c'est d'utiliser un semoir à vacuum. Donc, un semoir à vacuum, qu'est-ce que c'est en gros? C'est une grande boîte vide sur laquelle il y a des plaques. Et les plaques, on a percé des trous qui vont aller au milieu de l'alvéole. Donc là, c'est une plaque pour un cabaret de 128 qui va par-dessus. On la met sur le semoir à vacuum. Je vais prendre mes semences. Je vais venir en déposer une grande partie sur le semoir. La prochaine étape, ça va être de partir l'aspirateur pour créer une succion. Là, la semence, elle va se faire sucer dans son trou. Je vais fermer l'aspirateur et puis là, les semences vont se déposer une par une. Lorsqu'on arrose nos plants, on veut s'assurer de le faire en 2 passages. Le premier ne fait qu'humecter la surface du sol, mais le deuxième nous assure un arrosage en profondeur pour favoriser le développement des racines. Ce principe s'applique également lorsqu'on veut arroser les plants au champ. Arroser les jeunes plants avec une eau trop froide ralentira leur croissance. C'est pourquoi nous utilisons un grand réservoir situé dans la serre qui gardera notre eau d'arrosage à température ambiante. On continuera à faire des semis tout au long de la saison, mais ceux-ci seront démarrés directement à l'extérieur alors que tout danger de gel est écarté. On produit toujours plus de semis que ce dont on a besoin et on vend nos surplus une fois les premiers transplants réalisés. La vente de plants aux jardiniers du coin nous donne un revenu additionnel important à un moment où on n'a pas encore de légumes à vendre. Une fois nos semis sortis de la serre, l'espace ainsi libéré sera occupé par des tomates qui viendront s'ajouter à notre production pendant l'été. Les planches permanentes, c'est vraiment la fondation du système culturel qu'on a développé ici à la Grelinette. Quant à moi, il n'y a aucune bonne raison de ne pas adopter ces systèmes-là. On a commencé à travailler ces planches-là il y a plusieurs années. On les a bâties une fois avec les pelles, puis depuis ce temps-là, on les cultive en surface sans avoir recours à un tracteur. C'est vraiment parce que les planches sont permanentes qu'on est capable de faire une agriculture sans tracteur. L'essence qu'on met dans le BCS, notre motoculteur commercial, c'est environ 300 $ et moins. On utilise pratiquement aucun carburant fossile pour faire nos travaux de sol. Le fait que la planche aussi, elle est adjacente à un chemin qui, lui, va être compacté, fait en sorte qu'on ne circule jamais sur les planches. C'est ce qui fait qu'à long terme, on va développer un sol qui n'a pas de compaction, qui est léger, qui est prêt à recevoir un bon système racinaire. L'orientation des planches est très importante quand on fait l'implantation d'un bloc en planche permanente. Est-ce que c'est nord-sud, est-ouest? C'est pas ça qui est le plus important. On veut orienter les planches
dans le sens de l'écoulement des eaux. Comme ça, si jamais il y a une pluie diluvienne ou il y a une circonstance qui fait qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, on est capable d'acheminer l'eau à l'extérieur de la zone de croissance. Donc, on va orienter les planches en fonction du sens de la pente pour favoriser l'écoulement des eaux de surface. C'est parce que nos planches sont permanentes, dans un système comme ça, qu'on s'évite tous les travaux de sol que la plupart des maraîchers mécanisés ont à faire à chaque année. C'est un des gros avantages qu'un jardinier maraîcher peut avoir sur un autre maraîcher qui est plus mécanisé. Les planches butées fournissent un meilleur drainage et permettent au sol de se réchauffer plus rapidement au printemps. Parce qu'elles sont permanentes, on s'assure que les amendements de sol sont ajoutés seulement là où ils sont les plus utiles, c'est-à-dire sur les planches. On travaille avec des planches permanentes qui sont standardisées. Donc, vu qu'on a standardisé, il faut avoir des unités de mesure. Les allées font 45 cm, les planches font 75. La raison pourquoi nos allées font 45, c'est parce qu'il faut laisser suffisamment d'espace pour que quand on travaille accroupi, on n'est pas en train de détruire, briser la culture qui est en arrière de nous. Pour ce qui est de la planche, 75 cm, c'est une largeur idéale pour pouvoir récolter au milieu de la planche sans avoir à vraiment s'étirer plus qu'il faut pour aller faire la récolte. Ça semble anodin, mais lorsqu'on considère que la récolte au jardin, c'est la moitié du travail à la ferme, c'est important d'adopter des postures qui sont ergonomiques pour être capable de faire le métier pendant plusieurs années sans se blesser. 75 cm est également la largeur de plusieurs des outils qu'on utilise, incluant les différents accessoires du motoculteur. Nos planches permanentes sont standardisées sur la largeur, mais aussi sur la longueur. Toutes les planches à la ferme ont 30 mètres de long, ce qui fait en sorte que la plupart du matériel qu'on utilise sur la ferme devient beaucoup plus polyvalent. On peut penser aux couvertures flottantes, aux bâches, aux lignes d'irrigation qu'on utilise. Elles vont toutes avoir les mêmes longueurs, donc on va pouvoir les déplacer n'importe où sur la ferme, puis on va en avoir besoin moins. La planche de 30 mètres est devenue une unité de mesure sur la ferme qui nous sert à mesurer non seulement les amendements pour la fertilisation, mais aussi les rendements. Donc, on sait par exemple le nombre de laitues qu'on va avoir sur 30 mètres de planche pour faire notre planification culturelle à la fin de la saison. La préparation des sols, c'est la première étape pour la réussite des cultures. À la ferme, depuis plusieurs années, nous, on suit une logique de travail minime des sols où on essaie de préparer les planches en minimisant l'impact sur l'écologie du sol. On essaie de ne pas retourner les horizons du sol parce qu'on veut remplacer le labour mécanique par le labour biologique. Donc, notre itinéraire se fait en 4 étapes. On commence avec une planche qu'on avait recouverte d'une bâche de plastique. La bâche étouffe les mauvaises herbes et accélère la décomposition des résidus de culture ou d'engrais verts. Quand on la retire, on découvre un sol propre et prêt à être travaillé. Tous les 2 ans, on utilise la charrue rotative pour rebuter nos planches puisqu'elles tendent à s'aplanir au fil des années. Cet outil prend le sol des allées et l'envoie sur les planches, ce qui leur donne plus de hauteur, créant ainsi un espace mieux drainé avec davantage de place pour le système racinaire de nos cultures. Un passage avec la grelinette vient ensuite décompacter le sol jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm, sans perturber l'écologie ni la structure du sol. De tous les outils de préparation de sol qu'on utilise, la grelinette est le seul qui pénètre à plus de quelques centimètres. À mon avis, c'est certainement là un des secrets pour créer un sol en santé pour vos cultures. Les premières années, alors qu'on s'affairait à construire le sol à la ferme, on appliquait 5 à 6 brouettes de compost sur chaque planche de 30 mètres. Avec les années, le taux de matière organique du sol a beaucoup augmenté, de sorte qu'aujourd'hui, nous n'en appliquons qu'une année sur 2. Pour fertiliser, on utilise maintenant un mélange de vermicompost et de fumier de volaille. Le compost nourrit le sol avec des micro-organismes bénéfiques et un apport de matière organique, tandis que le fumier de volaille, lui,
apportent aux plantes une quantité d'azote dont elles ont besoin, spécialement en début de croissance. Pour la dernière étape de la préparation de planches, on change l'outil du motoculteur pour y mettre une herse rotative. Les fraises de l'outil viennent alors mélanger les amendements dans les premiers centimètres du sol, pendant que le rouleau à l'arrière raffermit et plombe la surface de la planche. Un passage avec la herse rotative suffit pour parfaitement conditionner une planche de culture. La préparation de 4 planches de 30 mètres va me prendre environ 30 à 40 minutes. C'est une recette qui, à mon avis, est à la fois écologique, rentable, puis surtout efficace. Notre motoculteur est un modèle de fabrication italienne de marque BCS. Il est polyvalent, solide et conçu pour les travaux de sol sur petite surface. Tout comme un tracteur à 4 roues, il accepte différents outils sur une même prise de force. De plus, ses guidons sont réversibles, ce qui permet d'installer les outils à l'avant ou à l'arrière. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. Une des clés de la réussite de nos cultures ici, c'est l'utilisation d'un bon compost. Le compost, c'est l'élément de base, c'est la fondation pour bâtir un beau sol. Donc, c'est important d'en utiliser un de première qualité. Il faut apprendre à suivre les bonnes procédures, mesurer les températures, tourner le compost au bon moment, bâtir les piles avec les bons ingrédients. Quand on a commencé nous-mêmes, on n'avait peut-être pas l'expérience ni l'expertise pour s'assurer de fabriquer un compost de première qualité. Puis c'était beaucoup plus simple pour nous d'acheter un compost commercial fait par des gens qui s'y spécialisaient. Si vous n'êtes pas en mesure de fabriquer le meilleur compost possible avec les meilleurs ingrédients puis suivre les bonnes procédures, c'est peut-être plus simple, puis plus efficace, puis plus rentable d'en acheter un qui est d'une bonne fabrication. Notre stratégie à savoir quand et combien fertiliser est directement liée à notre rotation des cultures. Comme je le mentionnais plus tôt, notre ferme est divisée en 10 blocs de dimensions égales. Chaque bloc contient des cultures groupées par famille de plantes ou ayant des besoins de fertilisation similaires. La rotation annuelle des cultures rend la tâche plus difficile aux insectes nuisibles et maladies qui cherchent à s'établir et permet d'éviter l'épuisement des réserves nutritives du sol. Notre rotation est établie en fonction de 5 familles botaniques: les Alliacées, les Crucifères, les Cucurbitacées, les Solenacées et un autre groupe que nous appellerons les verdures racines qui se compose de légumes peu exigeants de toutes les familles botaniques réunies. On aura donc une rotation qui pourrait avoir l'air de l'exemple suivant. Sur un bloc, on cultivera des solénacées la première année, puis des verdures racines l'année suivante, ensuite des alliacées, pour revenir à des verdures racines, puis des cucurbitacées et des crucifères, et ainsi de suite. L'objectif étant d'espacer les cultures plus exigeantes en leur succédant des verdures racines. Chaque bloc recevra ainsi du compost 1 an sur 2 lors des cultures exigeantes. Quand on décide où, quand et quoi produire, on considère aussi d'autres caractéristiques qui rendront l'entretien plus efficace. On mettra l'une à côté de l'autre les cultures qui sont transplantées le même jour, ou encore celles qui ont toutes besoin d'être couvertes par des filets ou des couvertures flottantes. Même chose pour les cultures en semi-direct, par exemple, qui auraient toutes besoin d'arrosage. On a parlé de la fertilité, puis l'idée d'ajouter du compost et des engrais naturels, mais une autre approche, c'est aussi d'utiliser des engrais verts. Un engrais vert, c'est une culture qu'on fait pousser non pas pour la vendre au marché, mais pour avoir différentes fonctions à l'intérieur du jardin maraîcher. Notamment, on va vouloir faire des couvre-sols ou utiliser des légumineuses qui, eux, ont la capacité de fixer l'azote, de l'air et de la ramener dans le sol pour ainsi fertiliser le sol puis les cultures. Donc, les légumineuses comme la vesse,
les pois, la luzerne, juste pour ne nommer que ceux-là, ont la capacité extraordinaire de prendre l'azote qui est présente dans l'air puis de la ramener au sol. On appelle ça la fixation d'azote. Pour que cet échange-là ait lieu, il faut qu'il y ait certaines bactéries rhizobium qui soient présentes dans le sol. Puis on vérifie ça en tirant la plante, puis en observant le système racinaire, voir si on ne trouverait pas des petites boules rondes qui sont roses, qu'on appelle des nodules, qui, eux, permettent à cet échange d'avoir lieu. Si on ne les voit pas, c'est pas très grave parce qu'on peut toujours inoculer la terre avec le bon rhizobium. Le temps qu'on passe à faire pousser l'engrais vert, c'est un espace-temps qu'on a de moins pour faire pousser des cultures qui sont lucratives. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait pousser l'engrais vert, surtout une légumineuse, il faut la faucher puis l'enfouir dans le sol pour que les micro-organismes du sol aient le temps de la digérer. Et ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant que le sol soit travaillable. Donc, on a vraiment, dans la plupart des engrais verts qu'on va utiliser, une période entre 6 et 12 semaines où le sol est occupé par une culture qui est non lucrative. Dans un contexte où on ne manque pas d'espace, c'est pas un souci, mais dans un jardin maraîcher où l'espace est souvent limité, ça peut être un frein. C'est pourquoi on va essayer de faire des engrais verts en intercalaire. C'est une technique qui consiste à semer l'engrais vert à la volée une fois qu'une culture, par exemple un brocoli, qui est déjà établi. Le temps que la croissance du brocoli se termine puis qu'on le récolte, l'engrais vert aura le temps de prendre racine. Une fois qu'on va avoir enlevé les brocolis, l'engrais vert va prendre le relais. Donc là, on vient diminuer la fenêtre de temps pour utiliser un engrais vert. Surtout à l'automne, il faut absolument éviter de laisser son sol à nu. Dans notre climat au Québec, un des engrais verts qui nous permet d'aller jusqu'à très tard, c'est le seigle, qui lui va être semé dans un climat comme le nôtre jusqu'en octobre, puis qui va pousser tranquillement malgré le froid, puis reprendre au printemps. Mais il en existe plein d'engrais verts, puis plein de combinaisons possibles. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le plus de diversité, puis d'être capable d'utiliser les engrais verts adaptés aux fonctions qu'on recherche. Couverture de sol, ajouter de la matière organique, ajouter de la fertilité. Parfois, c'est simplement de vouloir étouffer les mauvaises herbes et ou d'éviter d'avoir un sol qui est à nu. Donc, il existe plein de fonctions, plein de raisons pour utiliser les engrais verts, puis il existe plein d'espèces de semences qu'on peut également utiliser. Donc, on se retrouve ici devant un bel engrais vert de légumineuses, de pois foragers que j'ai semé il y a 6 semaines. Puis l'idée, c'est de l'incorporer dans le sol. La façon traditionnelle de faire ça, c'est de prendre un rotoculteur pour s'assurer que le résidu d'engrais vert revient dans le sol pour y ajouter l'azote. La circonstance, c'est que nous, on veut éliminer les inversions de couches et on veut ne pas utiliser le rotoculteur. Comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est qu'on va premièrement utiliser une tondeuse à fléau. La tondeuse à fléau, elle va venir déchiqueter l'engrais vert en petits morceaux. Puis ensuite, on va prendre une charrue rotative qui, elle, prend la terre de l'allée qui vient la balayer sur la planche. De cette façon-là, l'engrais vert va être enfoui sans qu'on aille perturber les couches et l'écologie du sol. C'est une façon de procéder en travail minime de sol pour incorporer les engrais verts. Pour accélérer la décomposition, on recouvre les planches avec une bâche d'ensilage qu'on laissera 2 à 3 semaines. Les bâches qu'on utilise sont un super moyen de nettoyer les planches sans avoir recours au rotoculteur. Donc, quand on a un résidu de culture ou un engrais vert, l'idéal, c'est de simplement appliquer la bâche, laisser la matière organique se décomposer par elle-même. Les vers de terre vont monter en surface, ils vont prendre la matière, ils vont la ramener. Et à la fin du processus, ce qui va nous rester, c'est juste une belle couche de terre bien noire, bien belle, prête à être travaillée. On va laisser les bâches entre 2 et 4 semaines, dépendamment de la température. Donc, quand c'est l'été et qu'il fait très chaud, la décomposition accélère et ça se fait plus rapidement dans le sol. Quand on est au printemps et à l'automne, il faut planifier, laisser la bâche peut-être 3-4 semaines pour avoir le même effet. Donc, il faut s'ajuster avec le calendrier de production et nos successions dans les jardins. La méthode bio-intensive. La principale idée, puis
Puis ce qui nous a forcé ici, nous, à développer ce système-là, c'est une contrainte d'espace. Il a fallu qu'on imagine un système culturel qui minimisait la perte d'espace puis qui maximisait nos rendements pour qu'on puisse avoir assez de revenus pour arriver à en vivre. Mais la première chose, c'est qu'on regarde la densité des cultures entre elles. Donc, habituellement, en maraîchage mécanisé, on va avoir des espacements qui permettent le sarclage des cultures avec le tracteur. Nous, on a éliminé le tracteur sur la ferme. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est espacer les cultures pour qu'elles soient le plus proches possible, sans qu'elles se nuisent au niveau du calibre. Mais ce qu'on voulait avoir, c'était plus de rendement par mètre carré, mais aussi, on voulait rapidement former une canopée. La canopée, elle a plusieurs fonctions. La première, c'est qu'elle permet de diminuer l'enherbement, parce que rapidement, il y a un ombrage qui se fait. Le deuxième, c'est que la canopée, elle va faire en sorte qu'elle va retenir l'humidité. Donc, ce qu'on crée, c'est un peu un mulch vivant qui, lui, est bénéfique non seulement pour la croissance des légumes, mais aussi pour toute la vie dans le sol. Puis tout ça est possible si on a une bonne structure de sol. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que tous les outils de travail de sol qu'on développe, la grelinette, la herse rotative, elles fonctionnent pour qu'on puisse bâtir des bons sols puis qu'on puisse maintenir leur structure pour que nos systèmes racinaires puissent descendre en profondeur. Nous, quand on a commencé à faire des espacements intensifs, la première chose qu'on regardait, c'était sur des planches de 75 cm, trouver les bons réglages. Mais essentiellement, on s'est fié à l'idée suivante. On voulait que les cultures, à 3/4 de leur croissance, on voulait que le feuillage vienne se toucher pour rapidement former la canopée qui va faire ombrage au sol. Ça nous rend plus efficaces dans plusieurs facettes du métier. Quand on compare un maraîcher mécanisé qui va espacer 15, 20, 30 cm entre ses rangs de carottes et un autre jardinier maraîcher, comme nous ici à la grelinette, où on va faire 5 rangs de carottes sur 75 cm. Quand on est rendu à couvrir la culture avec une couverture flottante ou un filet anti-insectes, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir besoin de 5 fois moins de couverture flottante. Donc, ça va nous coûter 5 fois moins cher pour faire le même travail, mais surtout, ça va aller 5 fois plus vite pour couvrir les mêmes cultures. Puis ce gain de 5-là, on le retrouve dans beaucoup de choses qu'on fait à la ferme, que ce soit les dépistages, que ce soit les arrosages, que ce soit les sarclages quand on les fait manuellement. Quand on intensifie, on optimise, puis quand on optimise, on rentabilise son temps de façon exponentielle. C'est un des secrets du jardinier maraîcher. Ici, on est prêt à transplanter une planche de laitue. Puis habituellement, qu'est-ce qu'on fait à la grelinette? C'est qu'on va utiliser notre motoculteur avec une herse. Je comprends par contre que, dépendamment des circonstances, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à un outil comme ça. Pour nous, c'est l'efficacité qui est important. Mais dans un contexte d'une ferme urbaine, périurbaine ou d'un plus petit jardin maraîcher, on peut remplacer la herse par un outil très simple comme la binette sur roue. Donc, on va passer un coup de grelinette sur la planche. On va mettre notre compost, nos amendements. Puis après ça, on va juste aller biner le sol, le sarcler, détruire les mauvaises herbes, préparer la surface pour transplanter les laitues. Donc, on a bien préparé notre planche. Et maintenant, on va marquer nos rangs. Et on va utiliser le même râteau qui fait 75 cm. Puis on va ajouter des petits tubes de plastique qui viennent s'insérer rapidement et facilement sur les dents du râteau. Dépendamment du nombre de rangs qu'on fait, on va avoir 2, 3, 4, même 5 tubes qui vont se mettre comme ça. L'idée n'est pas d'avoir des lignes parfaitement droites, mais surtout de maintenir un espacement égal entre les rangs, de sorte à faciliter la tâche quand on reviendra travailler le sol avec les binettes. Une fois que les rangs sont marqués, on peut repasser dans l'autre sens avec le râteau pour marquer la distance entre les plants. Avant de transplanter au champ, il faut toujours s'assurer que les plants et le sol soient bien humides.
c'est la façon de favoriser une bonne reprise racinaire importante pour la suite des choses. Nous arrosons généreusement les multicellules avant de les amener au champ et à moins que le sol soit déjà humide, nous arrosons également les planches avant de transplanter. Donc, en bio-intensif, beaucoup de cultures par planche. Donc, on a beaucoup de semis à transplanter. Tout est une question d'efficacité. Donc, on veut limiter le nombre de gestes à chaque fois qu'on transplante et diminuer le nombre de secondes entre chacun des transplants. Premièrement, on a marqué nos rangs de façon latérale et horizontale. Donc là, on a fait des espacements qui sont précis. Moi, je vais prendre mon plan, faire mon trou. Je viens déposer, pouf, je suis prêt à partir. Une observation que je fais souvent quand les gens viennent nous aider à la ferme, c'est qu'ils vont prendre 3 fois plus de temps pour faire exactement la même chose. Ils vont faire la même chose que moi, mais rendu ici, faire ça, non. Là, on vient de perdre 2-3 secondes. Quand on a 300 plants de laitue à planter, chaque seconde compte. C'est essentiel de maintenir le sol humide pendant au moins quelques jours après la transplantation. Si les racines manquent d'eau pendant cette période critique, les cultures s'en trouveraient fragilisées pour le reste de leur croissance. Les tunnels chenilles sont vraiment pratiques parce qu'ils nous permettent de prolonger la saison, mais d'une façon vraiment flexible. Donc, on est venu installer un tunnel chenille au début avril. On a transplanté des belles laitues qui maintenant sont arrivées à maturité. Puis là, on va déplacer le tunnel chenille. Donc, on va le mettre par-dessus les tomates, les aubergines, les poivrons, qui sont tous des cultures qui vont apprécier d'avoir un petit peu plus de chaleur puis d'avoir l'abri du plastique pour leur croissance durant la saison forte. Un des détails techniques qui est important dans le tunnel chenille, c'est de renforcer les arches aux 2 extrémités. Alors, on va installer une barre transversale qui va la renforcer aux 3 premières arches pour lui rajouter une rigidité. On va en mettre une de chaque côté. L'autre élément qui est intéressant, c'est ces crochets-là qui vont nous permettre de soutenir le plastique quand on veut ouvrir le tunnel chenille et ou de le fermer et de laisser le plastique tomber jusqu'en bas. À 2 personnes, un peu moins d'une demi-journée suffit pour démonter un tunnel chenille et le remonter à un autre endroit. Ils sont une excellente façon de prolonger la saison au printemps comme à l'automne et peuvent être facilement déplacés 2 à 3 fois par an pour s'adapter à la rotation des cultures. Les tunnels chenilles, au printemps, on veut qu'ils soient les plus compacts et bas possibles parce qu'on veut diminuer la possibilité que le vent les emporte. En été, c'est un peu différent. On met des solénacées, on travaille avec des tomates tutorées. Comme les vents sont moins importants, on peut se permettre de travailler avec plus d'auteur et on va rajouter une extension au tunnel chenille, ce qui va nous permettre d'avoir plus de dégagement pour travailler dans nos tomates. On se retrouve à l'intérieur du tunnel chenille, prêt à transplanter les solénacées pour l'été. Il faut s'assurer que la terre d'accueil et la motte soient bien mouillées. Quand on est prêt à transplanter, l'important, c'est de voir à ce que la motte vienne fermement s'ancrer au fond du trou pour qu'il n'y ait pas de jeu d'air, ce qui empêcherait la reprise racinaire. Il faut s'assurer qu'elle est complètement enterrée, sinon le plant pourrait se dessécher. À la fin de l'exercice, on veut avoir une motte qui est complètement enterrée au même niveau que le sol de la terre d'accueil. Pour les cultures qui sont 100 jours et plus, on veut s'assurer de mettre un géotextile. Le géotextile est pratique pour éliminer les mauvaises herbes et aussi pour garder l'humidité à l'intérieur du sol. Donc, c'est des cultures qu'on va toujours faire avec les mêmes espacements. Et comme ça, le géotextile, on va pouvoir l'utiliser année après année avec les mêmes espacements de culture. La façon de faire les trous, c'est assez simple. On a pris des boîtes de conserve et avec une torche au propane, on vient simplement brûler un trou à l'intérieur du géotextile.
Toute discussion sur la préparation des semis en plein sol doit commencer par dire que nous, à la ferme, toutes les semis qu'on peut préparer à l'intérieur de la pépinière puis transplanter au jardin, c'est la méthode qu'on va favoriser. Donc, on va mesurer l'eau, on va mesurer les températures, on va s'assurer des taux de germination qui sont souvent 100 %. On va aussi pouvoir avoir une meilleure densité quand c'est le temps de venir transplanter les légumes. On est presque sûr qu'on va avoir les espacements qu'on désire avoir. L'autre facteur qui est important si on fait des successions, c'est que la partie de la croissance qui s'effectue à l'intérieur de la pépinière nous permet de diminuer le nombre de jours que les semences restent au jardin. Cela étant dit, il y a plusieurs cultures qu'on ne peut pas faire en multicellules. Des carottes, radis, roquettes, pois, haricots. Donc, pour ces cultures-là, on utilise des semoirs de précision. Les semoirs de précision sont un atout majeur quand on fait le jardin maraîcher, mais il faut savoir s'en servir. Chaque semoir a ses ajustements, chaque semoir a ses particularités. Les deux choses importantes sont premièrement la préparation des sols. Il faut s'assurer que la planche, elle est bien affinée, plombée, égalisée et raffermie. C'est ça qui va faire en sorte que les semoirs ont une bonne traction, ça assure un bon contact semence-sol pour assurer une belle germination. Une autre chose qui est importante, c'est que s'assurer qu'on sème dans les bonnes conditions de sol. Si les sols sont trop mouillés, ça va simplement faire bourrer les semoirs, puis là, on va avoir des problèmes au niveau de la cingulation des semences, etc. On peut faire le test, on va prendre le sol. Si on forme une boule, c'est peut-être mieux d'attendre que les sols soient encore plus secs. La deuxième chose, c'est qu'on veut mesurer les densités quand on fait le semis. Je vais traîner avec moi une balance. Je vais semer, je vais peser les graines au début. Je vais semer, puis je vais revenir à ma balance mesurer ce que j'ai semé. Ça va me donner une densité sur mes planches que je vais pouvoir comparer avec des objectifs de densité que j'ai établis au travers les années. Comme on travaille juste avec des planches de 30 mètres, on les a mesurés, ces idéaux-là, une fois, puis depuis ce temps-là, on s'en sert. Si j'ai trop semé, ça veut dire qu'on a un problème de calibrage avec le semoir, puis là, c'est le temps de faire une correction avant de passer à la prochaine planche. Si j'ai pas assez semé, bien, je vais préférer faire un deuxième passage pour m'assurer d'avoir, au pire, plus de semences que pas assez. C'est plus simple d'éclaircir que d'avoir des pertes de récolte parce qu'on a des trous de densité sur la planche. Sur la ferme, on utilise différents semoirs manuels qui sont adaptés à chacune de nos cultures. Le semoir Glaser de fabrication suisse est simple et bien construit. Il y a 3 ajustements pour la taille des semences et il fonctionne particulièrement bien avec les petites graines, surtout celles qui sont rondes. Par contre, il ne les recouvre pas. Il faut donc repasser derrière avec un râteau. Il faut également s'assurer que le sol de la planche soit ferme et uniforme pour avoir de bons résultats. Le semoir Earthway, vendu sous le nom SEM2 en Europe, fait tomber les semences dans un sillon de profondeur réglable qui l'ouvre à mesure qu'on avance. Plusieurs plateaux différents sont disponibles en fonction des tailles de semences et des espacements désirés. Il fonctionne bien avec les haricots, pois et radis, mais est beaucoup moins efficace pour les semences de petite taille. Le 6-Row Seeder, quant à lui, est un semoir à 6 rangs conçu pour semer intensivement et on l'utilise pour notre mescleur. Après un aller-retour sur une planche de 75 cm, on a dispersé assez de semences pour couvrir l'ensemble de la planche avec les cultures sans laisser de place aux mauvaises herbes. Nous utilisons également le semoir coréen Jang que nous aimons beaucoup. Son mécanisme est plus précis et flexible au niveau de l'espacement sur le rang. Son socle ouvre-sillon est également plus robuste, ce qui permet de l'utiliser sur des surfaces de planches moins propres. Il est par contre plus long à calibrer et beaucoup plus cher que les autres semoirs que nous utilisons. La profondeur des semis affectera la vitesse et le taux de germination. En général, il est préférable de semer à une profondeur égale à l'épaisseur de la graine, mais cela dit, il vaut toujours mieux vérifier avec les recommandations du semencier. Une autre bonne technique pour sauver de l'espace et du temps au jardin maraîcher, c'est de faire des intercalaires.
Donc, au moment de planter les choux, on a aussi semé des radis en plein sol à l'intérieur des rangs. Ce qui fait en sorte que le radis, 30 jours plus tard, va être prêt à récolter au même moment où le chou va avoir fait son déploiement de tout son feuillage qui va devenir couvre-sol. Donc, ce que ça nous permet, c'est de doubler la production par surface plantée. Fait qu'on se retrouve maintenant à l'intérieur d'un tunnel à préparer une planche en milieu de saison. Comme on est dans un climat nordique, nous, on va faire 3 successions à l'intérieur de nos tunnels et de nos serres. On va éviter d'utiliser le motoculteur qui prend beaucoup de place, qui est difficile à manœuvrer, puis aussi qui produit des émanations qui sont toxiques. Donc, on a remplacé l'outil par un petit cultivateur qui va travailler sur quelques centimètres lui aussi, qui va nous permettre de préparer les surfaces de planche avec précision, qui va raffiner le sol, qui va légaliser, qui va plomber, mais qui est propulsé par une visseuse à batterie. Ce petit cultivateur travaille sur les premiers centimètres du sol, puis il peut être très pratique dans un contexte d'une ferme urbaine ou quand on n'est pas encore prêt à faire un investissement majeur pour un motoculteur commercial et une herse dans le contexte d'un démarrage du jardin maraîcher. C'est une belle alternative. Le seul hic, c'est que les petits cailloux ont tendance à coincer le mécanisme. Donc, dans un sol caillouteux, il faut prendre le temps d'enlever les pierres avec un râteau. Pour les besoins d'un jardin maraîcher, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'avoir un système d'irrigation opérationnel. On ne sait jamais quand est-ce que les cultures auront besoin d'eau. Il ne faut rien laisser au hasard. Donc, c'est important d'avoir un système en état de fonctionner à tout moment de la saison pour prévoir les sécheresses, les coups de chaleur ou simplement aider avec la germination de certaines cultures lorsqu'on fait des semis en plein sol. Dans nos jardins, on favorise, nous, plutôt les gicleurs par aspersion parce qu'ils nous permettent d'arroser plusieurs planches à la fois. On utilise aussi les gouttes à gouttes, mais dans les cultures qui sont sous abri, comme dans la serre, les tunnels chenilles ou lorsqu'on met des paillis de plastique. Le goutte à goutte est extrêmement efficace pour localiser l'eau, puis quand on est dans des situations où on manque d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Par exemple, c'est beaucoup plus long à installer lorsqu'on considère qu'il va y avoir plusieurs goutteurs par planche, puis quand il va falloir sarcler les cultures, il faut enlever chacune des lignes de goutte à goutte. Donc, c'est la raison pour laquelle nous autres, on favorise beaucoup les gicleurs par aspersion. Pour alimenter notre système d'irrigation à la ferme, on a fait creuser un étang à l'orée du bois qui est à environ 300 mètres de nos jardins. Puis, pour diminuer la perte de temps, on a installé une pompe électrique qui nous permet d'allumer et d'éteindre le système à l'intérieur de notre hangar où sont rangés tous les outils et équipements. Chacun de nos 10 blocs de jardin est desservi par 2 valves installées sur une ligne d'irrigation principale qui fait le tour de la ferme. On peut donc installer 2 lignes de gicleurs par bloc, chacune pouvant couvrir 4 ou 8 planches en fonction du modèle de gicleur que nous utilisons. Chaque ligne est équipée d'un raccord Camlox aux 2 bouts, ce qui nous permet de les déplacer sans se soucier de l'orientation. Autant que possible, on essaie de mettre ensemble des cultures qu'on sait devoir être irriguées. Ça réduit la consommation d'eau, mais surtout, ça nous évite d'avoir à déplacer des gicleurs inutilement. Il n'y a aucun doute que le désherbage est un aspect critique de la réussite de son jardin maraîcher. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'on diminue l'enherbement pour faciliter le désherbage. La première des choses, c'est qu'on utilise à la ferme la méthode bio-intensive où les cultures sont espacées de façon très serrée. Ce qui arrive, c'est que rapidement, le feuillage va venir se toucher, ça va former une canopée qui va faire ombrage aux mauvaises herbes qui pourraient sinon s'installer. Donc, on va souvent avoir 1 ou 2 désherbages à faire en surface, et puis après ça, la culture va rester propre jusqu'à la fin. On va pratiquer plusieurs faux semis, on va faire des pyro-désherbages, on va mettre des bâches, on va mettre des paillis de plastique. Même avec tous ces trucs-là, il y a quand même toujours une pression de mauvaises herbes qui veut s'établir dans les jardins. Puis avec l'expérience, on a appris à respecter 2 consignes vraiment simples.
La première, c'est qu'on veut toujours cultiver la terre quand les mauvaises herbes sont au stade cotylédon ou juste en train de germer du sol. C'est à ce moment-là qu'ils sont très vulnérables puis qu'un seul passage avec une binette va facilement les détruire. L'autre chose qui est critique, il ne faut jamais laisser les mauvaises herbes monter en graines. Lorsqu'on fait ça, on multiplie son problème par des milliers de fois. Il faut aussi toujours penser à faire les désherbages quand il fait soleil. C'est à ce moment-là que les binettes vont pouvoir facilement briser les racines, puis si les racines ils sortent du sol, ils sèchent un peu et ils vont mourir. Un désherbage par temps mouillé est souvent à recommencer le lendemain ou quelques jours plus tard. Parce que les mauvaises herbes qui sont déracinées dans des conditions humides vont souvent simplement se réenraciner. Mieux vaut avancer dans d'autres projets qui sont à faire dans le jardin maraîcher, puis attendre la bonne fenêtre de temps pour venir désherber quand il y a un beau soleil. On utilise différents types de binettes pour le sarclage, mais celles qu'on préfère sont des houes à lame oscillante montées sur un long manche. Elles coupent les mauvaises herbes juste sous la surface du sol, dans les deux sens du mouvement, ce qui est à la fois rapide, efficace et ergonomique. Quand on travaille de longues heures au champ, il est essentiel de garder toujours le dos bien droit, de sorte à éviter les courbatures et les problèmes à long terme. Je vous recommande fortement de travailler avec des manches d'une longueur adaptée à votre taille. On utilise la binette de 85 mm pour les cultures plantées sur 4 ou 5 rangs par planche et la binette de 125 mm pour les cultures qui sont plantées sur 2 ou 3 rangs. On utilise également la binette sur roue avec une lame très large pour certaines des cultures plantées sur un seul rang ou encore pour désherber les allées. Garder les binettes bien affûtées fait une énorme différence dans l'efficacité du travail. On les affile chaque semaine avec un aiguiseur électrique et on garde également dans la poche une lame au carbure pendant qu'on travaille au champ. On essaie constamment de nouveaux outils et on a récemment testé une binette électrique à batterie qui semble très prometteuse pour certaines applications. Quand on fait les sarclages avec les binettes, on n'est pas seulement en train de s'assurer de la propreté de ces champs, on est aussi en train de briser le croûtage puis amener l'oxygène dans le sol. Donc, à chaque fois qu'on fait un désherbage avec une binette puis qu'on fait un beau sarclage de culture, il faut le voir qu'on est en train de faire une contribution positive au niveau non seulement du désherbage, mais aussi du rendement de la culture. Un autre truc pour limiter l'enherbement dans ces planches, c'est d'utiliser des paillis biodégradables. Un des avantages que les paillis ont sur des géotextiles, c'est qu'ils sont beaucoup moins dispendieux, puis on peut configurer les espacements pour faire les trous au besoin. C'est des paillis qui sont certifiés biologiques. On n'utilisera pas, nous, sur la ferme, des paillis qui sont non biodégradables parce qu'on ne veut pas avoir acheté du plastique à chaque année. Un des avantages de ces paillis-là, c'est qu'ils vont se photodégrader à la fin de la saison. On va aussi avoir beaucoup d'humidité qui va être retenue. Pour certaines cultures comme les céleris, c'est quelque chose qui est très avantageux. On utilise beaucoup de paillis sur la ferme. La plupart du temps, ça va être un géotextile ou un paillis de plastique biodégradable. Mais on peut utiliser aussi les pailles. Il y a juste une chose à savoir, c'est que si on utilise des pailles qui sont en régie conventionnelle, elles peuvent venir avec des résidus d'herbicides qui peuvent être très dommageables pour ces cultures. Puis si on utilise des pailles qui sont en régie biologique, premièrement, c'est souvent rare et dispendieux, mais ce qui est le plus important à faire attention, c'est que ça ne soit pas de la paille qui est remplie de graines de mauvaises herbes. Ça peut être très contre-productif d'importer les mauvaises herbes d'un autre champ dans son jardin maraîcher. La paille qu'on utilise sur notre ail provient d'un seigle d'automne de première coupe. Elle est récoltée en début d'été, avant la floraison de la plupart des mauvaises herbes et est donc exempte de tout herbicide. Une des meilleures stratégies pour limiter l'enherbement, c'est la pratique des faux semis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos planches de culture une semaine ou deux avant de faire notre semis. Puis, notre intention, c'est de faire une levée des mauvaises herbes qu'on va ensuite détruire avant de semer. Si on veut vraiment optimiser la levée des mauvaises herbes, on va utiliser des couvertures flottantes,
on va faire une irrigation pour s'assurer d'avoir un sol qui est constamment mouillé. On peut même utiliser des plastiques translucides qui vont faire un effet de serre pour favoriser la montée des mauvaises herbes. Toutes les mauvaises herbes qu'on peut détruire avant de planter, c'est ça de gagner. C'est un souci de moins qu'on aura au désherbage plus tard. On peut aussi utiliser la technique des faux semis en pyrodésherbage, ce qui est encore plus efficace, surtout si on fait des cultures qui ont des germinations lentes comme des carottes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos planches 10 jours avant la date du semis. Les carottes vont prendre, quant à elles, entre 8 et 12 jours à germer. Les mauvaises herbes ont eu presque 20 jours pour germer, puis ça va nous donner un beau tapis de mauvaises herbes qu'on va ensuite détruire avec le pyrodésherbeur le jour avant ou quelques jours avant la levée des carottes. Les carottes vont ensuite germer dans un sol qui n'auront aucune compétition de mauvaises herbes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rôle du pyrodésherbeur n'est pas de brûler complètement les mauvaises herbes, mais plutôt de leur donner un choc thermique qui leur sera fatal. Le pyrodésherbage est une technique qu'on ne peut se permettre de faire à moitié, sinon, on ne fait qu'empirer la situation en promouvant la croissance des mauvaises herbes. On utilise un désherbeur à 5 torches pour avoir une flamme uniforme qui couvre toute la largeur de la planche. Le boîtier qui entoure les brûleurs est également important, car cela permet de l'utiliser même dans des conditions venteuses. Pour savoir exactement quand nos carottes sont sur le point de sortir de terre, on sème quelques graines de betterave au début de la planche. Elles pointeront toujours 2 à 3 jours avant les carottes et donneront le signal pour le pyrodésherbage. Si vous faites pousser des betteraves, des semences de radis peuvent jouer le même rôle. Une des histoires que j'entends souvent en agriculture biologique, c'est que si tu fais toutes les choses parfaitement, itinéraire de sol, compostage, belle structure, etc., si ton sol est en parfaite condition, tu ne devrais pas avoir de problème d'insectes. Ça va faire 13 ans maintenant que je fais pousser des légumes commercialement, et puis les insectes ont toujours fait partie de la réalité dans nos jardins. Puis la solution, c'est pas de penser que ça n'existe pas, c'est plutôt de s'en occuper à la base, tenter de prévenir plutôt que de guérir. Dans le jardin maraîcher, la solution la plus efficace, quant à moi, c'est les filets anti-insectes. C'est une approche mécanique, physique, qui vont faire en sorte que tu vas assurément protéger tes cultures de certains ravageurs. Donc, on a différents filets, différentes grosseurs de mailles pour se protéger de différents insectes. Généralement parlant, plus le filet a des petites mailles, plus il est fragile, plus il est dispendieux. Donc, on va utiliser ces filets-là pour des insectes comme la teigne du poireau, entre autres, comme d'autres insectes qui sont de petite taille. Et on va avoir d'autres filets avec des plus grosses mailles qui sont généralement plus résistants, qui vont nous durer longtemps à travers le temps, pour des insectes comme la chrysomelle, etc. C'est possible aussi d'utiliser des couvertures flottantes, puis on les utilise, les couvertures flottantes, contre les insectes au printemps puis à l'automne. La grande différence entre les couvertures flottantes puis les filets anti-insectes, c'est l'addition de chaleur que la couverture flottante donne au sol et à la plante. C'est comme un peu un effet de serre qu'on retrouve à l'intérieur des couvertures flottantes, ce qui est souhaitable au printemps puis à l'automne quand c'est frais au jardin. Mais en été, quand on veut protéger les insectes avec une couverture flottante, souvent il va faire beaucoup trop chaud pour certaines cultures. Donc on les remplace favorablement par un filet anti-insectes qui a, lui, aucune capacité thermique, aucune rétention de chaleur et l'air circule mieux à l'intérieur du filet. Ici, on a un bel exemple des filets anti-insectes, comment ils sont importants. On va vraiment voir la différence entre une culture qui a été protégée contre l'altise et une qui n'a pas été protégée. Une des priorités, c'est de toujours faire l'effort de les mettre à l'implantation de la culture. C'est à ce moment-là vraiment qu'on est concentré sur ce qu'on fait. On le fait au début de la culture, au moment du semis, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de problème plus tard. Les filets anti-insectes sont d'une grande aide, mais pour les cultures comme les courges qui ont besoin d'être pollinisées,
Il faut les enlever quand les plants sont en fleurs. Une technique qu'on utilise pour se débarrasser des chrysomèles est de les brûler avec une torche pendant qu'ils sont dans les fleurs. Un petit coup rapide et précis suffit pour les brûler sans endommager la fleur. C'est une pratique qu'il faut faire très tôt le matin avant que les abeilles ne commencent à butiner. En ce qui concerne les insectes nuisibles, il est essentiel de savoir à qui on a affaire. Chaque insecte a son cycle de développement qu'il faut connaître pour savoir quand et comment se préparer, et ce, avant même le début de la saison. Par exemple, si on sait que la mouche de la carotte est problématique vers la mi-août, on prévoira couvrir nos carottes avant son arrivée. De la même manière, on utilise un filet pour protéger les crucifères des attaques de l'altise tout au long de l'été. C'est important de savoir quels insectes sont présents dans le jardin maraîcher à tout moment de la saison. Comme notre ferme est petite, une marche de 15 minutes suffit chaque matin pour faire le tour, jeter un œil aux cultures et détecter la présence de certains insectes nuisibles. Il est également important de savoir comment bien identifier les ravageurs. Une technique qu'on utilise pour repérer les punaises ternes dans nos planches de poivrons et d'aubergines est de secouer le plant au-dessus d'un papier blanc. Les nymphes vont alors tomber sur la surface et seront beaucoup plus faciles à identifier. L'utilisation de biopesticides est notre dernier recours pour faire face aux ravageurs sur la ferme. Les produits qu'on utilise sont approuvés pour l'agriculture biologique, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas inoffensifs. Je pense qu'un jardinier maraîcher devrait viser l'idéal, mais il faut aussi être réaliste. Et les biopesticides sont parfois la seule option pour s'éviter la perte d'une récolte. Pour protéger nos concombres des chrysomèles et du flétrissement bactérien qu'elles propagent, on a installé des moustiquaires sur les ouvertures latérales de nos tunnels. On a également construit un sas d'entrée pour réduire les chances qu'elles puissent s'introduire en même temps que nous lorsque nous entrons et sortons. Une autre façon de contrôler les ravageurs dans nos serres est d'introduire des insectes bénéfiques ou prédateurs. On a eu beaucoup de succès avec les mites prédatrices pour le contrôle des moucherons et on achète parfois des coccinelles pour se débarrasser des pucerons. Bien que notre ferme soit largement entourée de monocultures commerciales, on a tout fait pour promouvoir autant de biodiversité que possible sur notre parcelle d'1 hectare. Nos jardins sont bordés de haies qui jouent à la fois le rôle de coupe-vent et celui d'habitat pour la faune. Une grande quantité de fleurs annuelles et pérennes poussent également à différents endroits de la ferme, ainsi que plusieurs arbres et arbustes fruitiers. En plus de nous procurer le plaisir d'habiter et de travailler dans un environnement agréable, toute cette biodiversité attire bon nombre d'oiseaux, de pollinisateurs et autres insectes bénéfiques. L'étang qui se trouve derrière la maison crée également un milieu propice aux grenouilles, crapauds et autres amphibiens qui sont tous de redoutables mangeurs de limaces. La récolte, c'est une grosse partie de ce qu'on fait au jardin maraîcher. Je dirais qu'environ 50 du temps qu'on passe sur la ferme, on le fait à faire des récoltes. Donc, c'est super important d'avoir de l'efficacité puis un certain savoir-faire sur comment récolter, à quel moment, puis comment conditionner les légumes ensuite. C'est vraiment essentiel de récolter les légumes au bon moment. Trop tôt, ils auront moins de saveur. Trop tard, ils vont se conserver vraiment moins bien. Pour la plupart des légumes, c'est très important de les récolter le plus rapidement possible le matin, avant que la chaleur de la journée commence à s'installer. Puis c'est également autant important de les refroidir le plus vite possible, de sorte à ce qu'ils gardent leur apparence de fraîcheur, mais aussi toute leur valeur nutritive. Le moment de la récolte n'est pas toujours synchronisé avec celui de la vente. C'est donc essentiel d'avoir un frigo pour la conserver au frais. Les légumes continuent de vivre après avoir été récoltés et les refroidir rapidement aide à préserver leur fraîcheur et leur valeur nutritive. Je recommande d'installer un frigo 2 fois plus grand que ce dont vous pensez avoir besoin. Il sera beaucoup plus facile d'y manœuvrer, mais surtout la circulation d'air y sera bien meilleure, un élément clé dans le refroidissement des légumes.
C'est important de ne pas sous-estimer ses besoins futurs quand on fait un tel investissement. Le choix des bacs pour entreposer nos légumes au frigo se fait selon des critères bien précis. Ils doivent être ni trop petits ni trop grands pour ne pas devenir trop lourds à soulever lorsqu'ils sont pleins. Ils doivent également avoir un couvercle refermable pour conserver l'humidité des légumes et éviter qu'ils ne se dessèchent au frigo. Les bacs doivent être robustes et pouvoir s'emboîter, de sorte à pouvoir s'empiler. Finalement, ils doivent être faciles à nettoyer et être perforés au fond pour permettre l'écoulement de l'eau de lavage. Notre entrepôt est maintenu à environ 15 degrés Celsius et la température du frigo se situe idéalement entre 2 et 4 degrés. La plupart des légumes sont vendus le lendemain de la récolte. Le processus se déroule généralement en 3 étapes. Récolte au champ, stockage temporaire et lavage et finalement la réfrigération. Les légumes-feuilles et les laitues sont toujours récoltés en premier et on les amène rapidement à l'entrepôt. On les asperge d'eau froide pour les rafraîchir avant l'étape de lavage. Une fois qu'elles sont lavées et drainées, on les place au frigo. Les légumes racines vendus en bottes sont triés et bottelés au champ ou ramenés à l'entrepôt pour être bottelés plus tard. En attendant de les laver, on les asperge d'eau froide pour que les fanes restent toujours bien fraîches. Au lavage, on rince les bottes et on les place dans des bacs. Les concombres seront toujours plus croquants s'ils sont refroidis immédiatement après la récolte. On les plonge dans un bain d'eau froide, les égoutte puis on les stocke au frigo dans des bacs sur lesquels on indique la date de récolte. Les tomates peuvent être récoltées à n'importe quel moment de la journée, mais doivent toujours être manipulées délicatement. On les garde à la température ambiante de l'entrepôt dans les mêmes bacs utilisés pour la récolte. On évite ainsi de les manipuler 2 fois. Le mesclun est récolté tôt le matin, plongé dans un bain d'eau froide où sont mélangées les feuilles de différentes tailles et couleurs. Il passe ensuite dans une essoreuse électrique, puis on l'ensâche pour le mettre au frigo. Le basilic est récolté très tôt le matin, juste avant de partir au marché. Il ne devrait jamais être récolté mouillé ou gardé dans un contenant hermétique, car l'humidité noircira les feuilles. Les courges d'été sont récoltées tous les 2 ou 3 jours alors qu'elles sont encore petites. On les lave uniquement si nécessaire après de fortes pluies, par exemple. On les stockera ensuite au frigo dans des bacs marqués avec la date de récolte. Les oignons peuvent être récoltés à tout moment de la journée et on les garde souvent pour la fin. Ils sont bottelés au jardin, puis rincés au jet d'eau pour enlever la terre et mis au frigo. La récolte est une partie tellement importante du travail sur la ferme que tout doit être fait pour augmenter l'efficacité. La plupart des récoltes ne sont qu'une répétition de petits gestes et parfois, la pratique est la seule façon d'augmenter la cadence. Ceci dit,
On est toujours à la recherche de techniques ou d'outils qui nous permettraient de devenir plus efficaces. Un bon exemple de cela est la récolteuse à mesclun. C'est un outil simple, propulsé par une visseuse à batterie, qu'on utilise pour récolter une partie de notre mesclun. Dans ce cas précis, la récolteuse a complètement révolutionné notre façon de travailler. Une personne peut désormais faire en 45 minutes ce que 3 personnes faisaient en 2 à 3 heures. La disposition des éléments dans notre entrepôt est un autre des secrets de l'efficacité de nos récoltes. La porte d'entrée, l'espace d'entreposage, la station de lavage et le frigo sont tous disposés à proximité les uns des autres. Cela nous évite d'avoir à déplacer les récoltes sur de grandes distances. C'est aussi très pratique quand vient le temps de sortir les légumes du frigo pour les charger dans le camion. La contrainte d'espace sur notre ferme nous a vraiment forcé à regarder des manières d'intensifier la production sur la ferme. Puis les oignons, c'est un bon exemple. A priori, on transplantait les oignons en rang. Puis maintenant, on les transplante directement en mode de 3 au champ. Donc, ça va 3 fois plus vite pour transplanter. C'est plus facile de cultiver autour des oignons. On a plus de rendement par mètre carré. Puis quand on est rendu à la récolte, on a optimisé l'opération. On fait la récolte de l'oignon qui est déjà bottelé. Lorsqu'on commence son jardin maraîcher, c'est peut-être une meilleure stratégie de ne pas tout de suite faire toutes les cultures d'un coup. On peut peut-être se spécialiser puis d'en faire moins. Une des choses, par exemple, qu'on va vouloir faire, c'est choisir certaines cultures qui sont plus payantes que d'autres ou simplement qu'on peut présenter avec un avantage compétitif. Les carottes en botte, par exemple. On va vouloir présenter les carottes avec le feuillage, ça témoigne de la fraîcheur, puis ça nous permet de commander un meilleur prix. On va aussi faire plusieurs cultures qui sont dans les 50 jours de croissance, des radis, des mesclun. Puis ça nous permet de faire plusieurs successions sur une même planche de culture dans une même saison. Une autre culture très payante, c'est les tomates. Environ 30 de notre revenu à la ferme est généré par notre production de tomates en serre. Donc, c'est avantageux de s'y spécialiser. La culture de tomates, c'est assez technique et c'est très facile de faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Ça peut valoir la peine d'engager un agronome pour apprendre avec lui les bonnes pratiques de comment y arriver. Les tomates de serre sont une culture délicate qui demande beaucoup d'attention. On doit constamment les arroser, les fertiliser, les tailler et les tutorer. On doit en plus s'assurer une bonne circulation d'air, contrôler les taux d'humidité et garder un œil sur l'apparition de maladies et d'insectes. Somme toute, c'est presque un métier en soi et sur notre ferme, une personne s'assure que toutes ces opérations soient menées à bien. Même si on priorise les cultures plus rentables, on veut aussi offrir à nos clients une variété de produits pour qu'ils puissent trouver tout ce qu'ils cherchent sur notre étal. On expérimente continuellement avec des nouveaux cultivars pour susciter l'intérêt et la curiosité de nos clients. Quand et quoi faire pousser ne s'improvise pas en milieu d'été. Pendant les mois d'hiver, on établit un calendrier culturel détaillé pour être sûr de rien oublier. On y inscrira les dates de semis, de transplantation et de récolte, mais aussi toutes les autres tâches qu'on sait qu'on devra effectuer tout au long de la saison. C'est important de savoir que ce qu'on vous a montré dans le DVD, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Notre ferme s'est bâtie sur plusieurs années, puis Dieu sait qu'on a fait des erreurs, surtout à nos débuts. Je prétends pas que ce qu'on fait ici à la Grelinette est un modèle parfait. On est toujours en train de changer nos techniques, on essaie des nouveaux cultivars, puis souvent des nouveaux outils puis des équipements qui nous permettent d'améliorer nos pratiques. Mais je pense que ce qu'on fait ici fonctionne, puis ça fonctionne dans un contexte au Québec, mais ça fonctionne aussi dans d'autres contextes. Le temps est opportun pour se lancer et commencer son propre projet de micro-ferme. Il y a des marchés,
Il y a des engouements pour ça. Puis j'espère que le DVD qu'on a produit, puis tout le travail qu'on a mis durant les 15 dernières années, vont vous aider à entrevoir comment c'est possible de démarrer un projet agricole en remplaçant des équipements lourds puis des techniques de labour et de travail intensif de sol par des outils appropriés, puis de vraiment s'investir dans l'écologie de son sol de sorte à produire des légumes d'une qualité exceptionnelle. L'important, puis je pense que ça a été une des réussites ici, c'est de commencer petit, puis de toujours s'investir à voir comment faire mieux les choses, comment développer plus de productivité puis plus de qualité avant de penser à augmenter les volumes de production de son projet. S'il y a un mentor que j'ai eu à travers le temps, ça a été la contrainte d'espace qu'on a eue à la ferme qui nous a vraiment forcés à optimiser nos opérations puis ce qui nous a ultimement nous a rendus productifs et rentables. Puis un des gros avantages de l'intensification puis des outils manuels, c'est que ça permet de démarrer son projet sans grands investissements. Ça, c'est une des clés pour atteindre une rentabilité rapidement. Peu importe l'échelle avec laquelle vous partez, que ce soit un jardin en ville ou que ce soit un micro-projet de jardin maraîcher, vous n'avez probablement pas besoin de tout assimiler ce qu'on vous a montré. L'important, c'est de commencer. Ça vaut la peine de prendre au moins une année pour aller travailler chez un maraîcher chevronné. Ça va vous permettre de savoir si c'est un métier qui vous convient. Puis à la suite de cette saison-là, je pense que vous allez être en mesure de démarrer votre propre projet. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut démarrer ses projets. Puis soyez sans crainte, notre monde a besoin de petites fermes. Alors c'est un investissement que vous faites pour votre qualité de vie, mais c'est une contribution que vous faites aussi pour arriver à avoir un système alimentaire qui remplace la production de masse par une masse de petits producteurs qui vont produire. Moi, je pense que c'est le défi de notre époque, puis c'est à nous de réinventer le métier d'agriculteur. Si vous sentez que le métier de jardinier maraîcher vous interpelle, commencez petit, mais commencez maintenant. Ouais, là, j'étais motivé, là, mais là, finalement, je ne suis plus, là. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ben oui, tu l'es. OK. Ça coupe une inspiration. Qui sont avec des petites mailles qui sont plus comme des bas culottes. Dans le design puis dans la... Oh, dans mon cou et coco. Oh, OK. Oh. Difficilement manœuvrable, puis qui a tendance à boucaner beaucoup. Pourquoi les jardiniers baissent leurs culottes dans leur jardin? Je sais pas. Pour faire rougir les tomates. Preparar la tierra para cultivar pepinos. Une bonne binette pour... Quoi? You guys ready? Let's smoke and do this.